Mesdames et messieurs, bonsoir. Et voilà Nicolas, il attendait le top. Et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette rencontre organisée à l'occasion de la publication aux éditions Talendier de Le Monde nazi 1919-1945, coécrit par 3 historiens spécialistes du nazisme, Johann Chapoutot, Christian Ingrao et Nicolas Patin. Alors il y a plusieurs décennies de ça, l'historien Raoul Hilberg, auteur de La destruction des Juifs d'Europe, écrivait qu'il était devenu impossible pour une personne de prendre connaissance de l'ensemble des publications portant sur la Shoah, tant le nombre de ces productions était déjà considérable et nécessitait par ailleurs la maîtrise de plusieurs langues. Les auteurs du livre dont il va être question ce soir posent d'emblée ce constat. Pour leur propre projet d'étude, le nazisme, qui suscite depuis bientôt 80 ans un flot ininterrompu de publications scientifiques ou non, de projets de recherche et de manifestations en tout genre. Face à ce constat plutôt vertigineux, du moins pour les historiennes et les historiens qui travaillent sur le sujet, les auteurs de cette somme ont relevé avec brio un défi impressionnant, celui de proposer aux lecteurs francophones une histoire totale du national-socialisme, de sa naissance en 1919 à son effondrement en 1945. Alors, on va discuter du format, de la forme de cet ouvrage hybride, mais qui, je pense, n'est pas une synthèse historiographique, encore moins un manuel, mais un récit problématisé, accessible au plus grand nombre, qui se fonde sur un examen détaillé des sources et sur le renouvellement historiographique international de ces 30 dernières années, dont les travaux des 3 auteurs font évidemment partie. Et il propose pour cela un fil rouge original qui relie les différentes parties du livre et qui consiste à analyser le nazisme de l'intérieur, en restituant une vision du monde, un système de croyances établi par ses fondateurs et partagé par ses militants et partisans. Alors, pour discuter de cet ouvrage, nous sommes heureux d'accueillir 2 de ses auteurs, Christian Ingrao en présentiel et Nicolas Patin, que nous voyons en immense sur l'écran. Et voilà, vous pouvez lui faire un petit signe. Et c'est impressionnant pour lui. Et je remercie vivement Benoît Magérus d'avoir accepté de modérer cette discussion. Benoît, je te présente brièvement. Je te laisserai le soin de dire un mot sur nos invités au moment où tu leur poses des questions. Benoît, tu es professeur d'histoire européenne à l'Université du Luxembourg. Tu as consacré ta thèse aux occupations de la Belgique durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et à la suite de cette thèse, tu as publié sur l'histoire des occupations lors de la première moitié du XXe siècle. Et tu travailles actuellement sur un tout autre champ, à savoir l'histoire de l'évasion fiscale. Voilà, c'est vrai que c'est drôle. Mais c'est utile aujourd'hui aussi. Les historiens sont fort utiles. Donc, à l'issue de la discussion menée par Benoît Magérus, donc d'ici environ 1 heure, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités et de vous procurer le livre et de le faire signer par l'unique auteur présent, donc, à savoir Christian Ingrao. À tout à l'heure. Merci pour l'introduction. Bonsoir tout le monde. Donc, j'ai brièvement présenté les 2 auteurs qui sont présents aujourd'hui. Donc, à ma gauche, Christian Ingrao, qui est directeur de recherche au CNRS, ancien directeur de l'IHTP, et qui accompagne les débats sur le national-socialisme en France et à l'étranger depuis, il voulait dire que je dis 20 ans, mais ça fait quand même maintenant depuis 25 ans. Deuxième auteur, Nicolas Patin, qui est maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, qui a récemment écrit, ou notamment écrit un livre qui s'appelle Kruger, un bourreau ordinaire, publié en 2017, et qui représente un peu la nouvelle génération des historiens qui accompagnent pas le débat depuis 25 ans, mais depuis une dizaine d'années. Alors, Julie Mag a déjà un peu présenté le livre, mais j'aimerais quand même, dans un premier temps, revenir
sur ce livre en vous posant une question un peu très simpliste, hein. Pourquoi ce livre sous cette forme et pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant? En effet, lorsqu'on lit le titre, Le monde nazi, on s'attend un peu à une sorte d'essai de 200 pages. Euh, Vous voyez que le livre, c'est plus que 200 pages. Il y a plein de parties dans ce livre qui rappellent d'une certaine manière un manuel. Et donc, où vous avez une narration factuelle, une narration chronologique. Il y a des moments où vous êtes dans un livre plutôt historiographique et on pourrait presque dire ah mais c'est les Sobéry, Pierre Sobéry, question d'asile et ses interprétations du national-socialisme revisité et donc finalement c'est aucun de ces trois livres donc c'est ni un essai ni un manuel ni un récit historiographique. Et donc, on pourrait d'abord dire c'est quoi comme livre? C'est un livre un peu hybride. J'avais mis d'abord un livre bâtard, mais on m'a dit que c'était pas le bon mot. Mais donc, un livre hybride, un livre métis. Mais c'est quoi comme. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce livre? Nico, t'y vas? Et donc, on va tester. On va commencer avec Nicolas, comme ça, on voit si le micro fonctionne. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, il n'y a pas de Larsen. C'est bon. D'abord, Benoît, ben, merci beaucoup. Et évidemment, la première prise de parole, c'est aussi pour pas mal de remerciements qui vont répondre à ta question, en fait. Pourquoi? Parce que ce livre, tu dis il est hybride, tu dis il n'est ni ça, ni ça, ni ça, peut-être parce qu'il est un peu tout ça à la fois. Et pour moi, il a une double filiation. La première, elle est dans l'ordre de la politesse, mais aussi elle est importante, c'est le lieu dans lequel vous vous trouvez. Et c'est pas par flagornerie. Christian, Johan et moi, on a tous les trois été formateurs au Mémorial de la Shoah, pour les enseignants du lycée, pour tout un tas de publics. Et dans ces conférences, on s'est rendu compte que nos enseignants du secondaire, qui sont des gros lecteurs, manquaient d'un outil pour travailler, d'un outil synthétique, d'un outil qui permettait de tout trouver sur des débats récents en allemand. Et là, effectivement, nos collègues du secondaire, quand ils sont enseignants d'histoire, ils ne parlent pas nécessairement la langue de Goethe. Et donc, il y avait une demande, il y avait vraiment une attente. J'avoue que pour mon côté compulsif, à chaque fin de formation au mémorial, je notais toutes les questions. Puis quand on a commencé à écrire le livre, je les ai reprises dans l'ordre pour dire est-ce qu'on répond à tout ça. Ça, c'est la première filiation. Et donc, je remercie vraiment chaudement le mémorial pour toutes ces années et puis pour cette soirée. Yanis, Bruno, Alban, Laura, Barbara, enfin voilà, c'est aussi cette histoire-là. Et la deuxième filiation pour avancer dans le propos, c'est l'aventure avec une personne, Judith Simoni, qui était à l'époque chez Belin. On a signé le contrat de ce livre en 2018. Donc, faut voir, 6 ans, hein, d'histoire. Et au départ, effectivement, c'était plutôt censé être un manuel. Un manuel, donc quelque chose de pédagogique, avec pas nécessairement une architecture narrative très compliquée, des images, des cartes. Et puis, à mesure du changement, le passage de Judith et du projet aux éditions Talendier, c'est devenu une synthèse peut-être. C'est-à-dire vraiment l'idée de digérer 30 ans d'historiographie en anglais, en allemand, un peu de polonais, un peu de russe, un peu de français, pas mal de français, pour essayer d'offrir cet outil. Et donc, c'est l'occasion aussi de remercier vraiment rapidement, mais du fond du cœur, toutes les équipes de Talendier, dont certaines sont là, Judith, Louis Bousquet, Isabelle Bouche, enfin voilà, qu'on fait un travail magnifique sur ce livre, sur l'iconographie. C'est aussi un objet et on est vraiment, vraiment ravis de tout ça. Alors, pour terminer, qu'est-ce que c'est? Je pense que de notre amitié, à Johan, à Christian et à moi, alors là, c'est le moment où ma voix va chevroter et je vais être un peu intimidé. Parce qu'en réalité, je me rappelle très bien du mail que j'ai envoyé à Christian en 2003 quand je commençais mon master 1, un mail qui était empreint évidemment d'un respect et d'une certaine angoisse en sollicitant le maître, hein. Mais de notre amitié, je pense que ce livre, parce qu'on a écrit tous les trois, qu'on s'est relus, qu'on a travaillé ensemble, bah, du manuel qui était devenu une synthèse, il est peut-être aussi devenu un essai. C'est-à-dire aussi un récit d'interprétation Heu, où en même temps on peut trouver, des données fondamentales dont on a besoin pour comprendre, le nazisme tel qu'on le comprend aujourd'hui. Après, l'ouverture des archives soviétiques, après, 30 ans d'historiographie où on peut pas tout lire et voilà. Et un essai parce qu'on a essayé de 2 choses, de proposer une chronologie originale, 1945. Vous trouverez pas, je pense pas m'avancer et puis je pense pas être quelqu'un d'arrogant, un livre comme ça existe pas. Il y a pas les livres, c'est soit 19 ou 18-33, focalisés sur la prise du pouvoir, soit 33-45, focalisés légitimement sur le Troisième Reich et la Shoah. Nous, en liant ces deux morceaux chronologiques-là, on pose la question de l'internalisation de la pensée nazie
et de sa transformation en action pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est un peu tout ça, et on espère surtout qu'il y aura un plaisir de lecture et que ce livre sera gekommen zu bleiben, c'est-à-dire venu pour s'installer dans la durée. Merci. Tu vas ajouter quelque chose? Non, je trouve ça. J'avais jamais entendu Nicolas raconter l'histoire comme ça, et c'est à la fois émouvant et stimulant. Moi, je rajouterais juste un truc, enfin deux trucs, deux choses. C'est que on est trois historiens extrêmement différents. Pas parce qu'il y en a un qui n'a pas de cheveux, un qui en a beaucoup, et un qui sait bien se coiffer, pour d'autres raisons, hein. Mais il y a un historien, on va dire, qui est un historien de la culture, des idées et des savoirs, et de leur circulation, notamment juridique, c'est Johan. D'un autre côté, on a un historien du politique et du social, hein, qui fait à la fois du quantitatif à la Clairzalk, et qui a été formé par Musidlac à Nanterre. Et puis, il y en a un troisième, on ne sait pas trop ce qu'il sait faire, mais il fait semblant de faire un truc de bougie. Et donc, il y a des séries de savoir-faire qui se sont articulés dans ce livre, et je pense que c'est une des choses qu'on peut souligner dans tout ça. Et c'était pas évident au départ, au sens où toute cette question du nazisme en intériorité, de penser le social avec le critère des autres, etc., c'est pas tout à fait la façon que Nicolas a de faire de l'histoire. Et la rencontre a été de ce côté-là hyper intéressante, parce que moi j'ai beaucoup appris en le lisant, et voilà, on a travaillé ensemble. C'est un livre intéressant aussi, si tu veux essayer d'être un peu méchant avant le dîner. C'est un livre dans lequel il y a le mot de culture de guerre n'est jamais prononcé, jamais. Et alors qu'il y a toute une interrogation sur la guerre, la Première Guerre mondiale, son expérience, son héritage, etc., qui se met en place. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement original. Tu as déjà un peu commencé à parler de la deuxième question que je voulais poser un peu, c'était la fabrique du livre. Donc on ne va pas discuter chapitre par chapitre pour savoir qui a écrit quel livre, quelle partie. Donc il y a trois grandes parties. La conquête du pouvoir, donc il y a un peu de 1919 jusqu'à 1933, et Anatomie d'une dictature qui est de 1933 à 1939. Et puis la troisième partie, une guerre génocide de 1939 à 1944. Si on vous connaît bien, on voit qui a écrit quoi, mais c'est pas un livre où on pourrait dès le début, c'est pas trois parties écrites par trois personnes différentes. Donc ça se lit d'une traite, et on voit qu'il y a un fil rouge, mais j'aimerais quand même un peu discuter de comment on fait dans le concret. Est-ce qu'il y a une sorte de, on met les chapitres et puis chacun lève la main et dit moi je veux celui-là, moi je veux celui-là. Comment vous êtes tous les trois personnes avec des caractères forts, ou aussi avec des opinions fortes. Est-ce qu'on a envie de lâcher tel ou tel chapitre à l'autre en sachant que lui il fait plus de l'histoire sociale et pas assez d'histoire culturelle, ou pas assez de... Donc comment ça s'est fait concrètement? Concrètement, je pense que je suis arrivé le dernier sur le projet. C'est-à-dire que le projet, il a été pensé très en amont par Johan Nico et David Gallo à l'époque. Et moi, je suis arrivé un peu comme le cheveu sur la soupe, le cheveu anthropologique sur la soupe. Et donc, ça s'est partagé. Au départ, je devais faire un chapitre, puis c'est devenu 2, puis c'est devenu 3. Et puis il aurait fallu qu'il y en ait un quatrième, et j'ai pas eu la force. Et c'est comme ça qu'on a ce magnifique chapitre qui s'appelle Détruire, et qui a été écrit par Nico, et qui est voilà, qui est compréhensible. Toi, tu vas me le payer. Et qui est bien écrit, voilà, comme tu peux. C'est une espèce de chien. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Nicolas? Je peux pas dire. Moi, je suis pas là, alors je ne rentre pas dans les débats de personnes voilà. Honnêtement, vu nos spécialités les uns et les autres, comme l'a rappelé Christian, du point de vue vraiment méthodologique, on ne sait pas faire les mêmes choses, et on ne peut pas être spécialiste de tout, d'une part. Et puis ensuite, si tu veux, il y avait quand même une logique toute bête il n'y a pas eu de conflit de manière bête et méchante. Moi, je suis plutôt spécialiste de la République de Weimar au départ. Donc, dans ma thèse d'une histoire vraiment politique, qui honnêtement, si on doit en faire un livre dans des parties là, dans le livre, bon, il faut quand même que ce soit relu par deux grands spécialistes qui ont plus de route que moi. Sur la partie idéologique, vraiment, on peut très vite deviner qui a écrit quoi, mais le premier chapitre qui démontre, on y reviendra sûrement après, que les idées nazies sont en fait des idées européennes qui ont sédimenté dans un contexte allemand, mais qui sont des idées européennes. Bon, Johan était tout décidé. Donc en fait, tout s'est décidé de manière très très simple.
Et les chapitres où il y aurait pu avoir, non pas des conflits, mais des envies, comment dire? Collectives, enfin en fait, par exemple, il y a des chapitres qu'on a même rédigés à 2, aussi. Et puis, c'est vrai que là, je donne l'anecdote parce que c'est vrai que la question m'est déjà remontée depuis que le livre est sorti. Sur le chapitre, sur la Shoah, bah, oui, c'est moi qui l'ai rédigé avec beaucoup d'humilité, parce que derrière, il y avait la biographie de Krüger, Friedrich Wilhelm Krüger, qui est le responsable de la solution finale en Pologne. Mais un collègue, enfin un ami m'a dit, mais non, c'est Christian qui l'a rédigé nécessairement, parce que c'est lui le spécialiste de Dirlewanger, etc. Donc, franchement, tout ça s'est fait en très bonne intelligence, surtout avec beaucoup de relecture collective, parce que, bon, pour que vous compreniez un peu l'architecture du livre, quand Christian fait un chapitre qui s'appelle Combattre sur l'histoire militaire, expérientielle de la guerre, et que moi je fais un chapitre sur la Shoah, c'est absurde de séparer ces deux aspects. Le génocide va avec la guerre. Donc évidemment qu'on s'est relu sans cesse, déjà pour gommer un certain nombre de répétitions, et là c'est aussi le travail de l'éditeur, merci, mais aussi parce qu'on n'a pas arrêté de se relire. Donc c'est ça qui a permis que, bon, voilà, on a travaillé de manière fly-fish, un peu, voilà, comme il faut depuis 2 ans, et les textes ont fait des dizaines d'allers-retours, ce qui a permis, voilà, de bien lisser les choses, surtout, parce que c'est moins une question de qui fait quoi que d'arriver à bien border le sujet, à être complet, exhaustif. Voilà comment ça s'est fait. Et sinon, c'est la magie de la vie post-Covid, des zooms, des mails, des zooms, des mails, des zooms, et voilà. Mais donc, en effet, on voit qu'il y a une certaine cohérence malgré vos approches différentes. Et il y a en effet, je crois que sur les 600 pages, j'ai mis 2 fois le mot répétition, mais donc c'est absolument rien. Et c'est aussi normal dans un récit qu'il y a des choses qui reviennent. Mais donc, si on peut alors venir sur deux manières de voir le livre, quels sont alors les 3 points qui vous lient au-delà de votre amitié, qui vous lie au niveau euh, du projet d'écrire un livre qui s'appelle Le Monde nazi. C'est quand même pas non plus. Bon, après, vous le dites dans l'introduction que c'est un peu l'éditeur qui voulait aussi ce titre un peu fort. Mais donc, voilà, pour avoir un titre comme ça, il faut quand même se dire qu'on a 2, 3 idées qui portent le projet. Et puis, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a jamais eu l'idée de, sur 2 ou 3 sujets où vous étiez en sorte de désaccord, de le rendre aussi visible, ce désaccord? Comme vous discutez un peu l'historiographie, à un moment, est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire une sorte de mise en abîme où vous dites, voilà, Christian Grao vous raconte l'histoire comme ça, et moi, Nicolas Patin, je vous raconte comme ça. C'est vraiment une question de nouveau sur la fabrique de l'histoire. Donc, mais d'abord, quels sont un peu les 3 points ou les 3 idées où vous dites, ça nous, malgré vos approches, vous avez travaillé sur des périodes différentes, tout le monde qui vous a lu, on sait que vous racontez d'une manière différente, vous êtes aussi d'une autre génération, vous avez des parcours différents dans l'université, mais est-ce qu'il y a, quels seraient pour vous vos 3 ou 4 points qui vous lient? Moi, pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a l'articulation entre 3 différences qui vont donner 3 points intéressants. 3 différences, tu as un historien des idées, un historien, on va dire, de l'extériorité et du fait social, qui passe par le politique, et un historien, on va dire, de la violence et des émotions. Ça, c'est les 3 choses que chacun de nous, on sait faire et qui sont exclusives. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas faire d'histoire politique et je ne sais pas faire et de l'histoire sociale du politique, comme l'a fait Nico, et je ne sais pas faire non plus cette histoire des idées remodernisées que fait Johan. Donc ça, c'est la grande alliance des savoirs, elle se fait ici. Les 3 points sur lesquels on s'est, je crois, entendu, c'est un premier point sur la question de comprendre le nazisme en intériorité, pour reprendre le vocabulaire de l'anthropologue Sylvain Lazarus. Ça, c'est une première chose, et vraiment s'installer à l'intérieur de la pensée, de la croyance et de l'émotion nazie. Et c'est intéressant parce qu'on ne l'a pas dit de la même façon. C'est-à-dire que Johan s'est mis depuis quelques années à employer le terme d'herméneutique. Moi, je ne le fais pas, et je sais pourquoi je ne le fais pas, mais tu vois, on est arrivé quand même, malgré tout, c'est quoi l'herméneutique? C'est l'interprétation de l'intérieur des concepts, et donc, en fait, on dit la même chose. Donc, il y avait un premier truc qui était, on essaye de rentrer dans l'œil du cyclone. Il y avait un deuxième truc qui était qu'on n'était pas satisfait de la question des chronologies trop comment je pourrais dire ça, trop fixes.
hein, avec un alpha et oméga en 1933, etc., etc. Et ça, je pense que c'est un deuxième point qui était extrêmement important. Et il y a un troisième point qui est important, c'est qu'on a essayé de réintégrer dans les questions de guerre et de violence l'enveloppe culturelle et notamment les phénomènes mémoriels. Je pense que voilà, moi c'est les 3 points que je vois sur lesquels l'Alliance a pu faire porter l'effort. Nicolas, tu veux ajouter quelque chose ou peut-être revenir sur ces questions? Bon, je crois que jamais tu vas dire que tu étais en désaccord avec Christian ou avec Johan, mais comment on gère ou comment vous avez géré des manières de vouloir représenter cette histoire différemment et la question qui moi, m'a un peu interrogé, pourquoi vous ne l'avez pas rendu visible? J'aurais bien aimé... bon, après, le livre est déjà énorme, donc c'est aussi de celui qui adore lire des livres et qui dit « Ah, mais moi, j'aurais encore lu 100 pages sur vos désaccords, juste pour voir... Ouais, je pense qu'il y a un chapitre dans lequel on peut sentir qu'on vient de mondes différents et que c'est son monde qui a prévalu. Et c'est ce chapitre sur la guerre et l'après-guerre. Et moi, tu sais que une des choses que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que le nazisme est un système culturel de désangoissement qui vient d'une angoisse eschatologique née pendant la Première Guerre mondiale. Tout cela n'apparaît pas ici. Tout cela n'apparaît pas ici parce que la façon qu'a Nicolas de faire les choses passe par autre chose. C'est extrêmement convaincant et qu'on n'a pas besoin de cette question-là. L'attractivité du national-socialisme et de son système de croyance, on va la traiter autrement et ailleurs. Et donc, on n'en a même jamais parlé. C'est la première fois qu'on en parle, tu vois. Et donc, voilà, les questions, elles se sont vraiment gérées dans la construction des thématiques et dans qui fait quoi, comment est-ce qu'on met les choses en place et comment est-ce qu'après on rentre dans les écritures des gens. Et je crois qu'on peut dire qu'on a essayé de rentrer chacun dans les écritures des autres comme on rentre dans une église, tu vois. T'es pas là pour cracher sur le truc et pour défoncer les meubles du curé. Voilà. Nicolas, tu vois, c'est drôle. Je disais souvent ces dernières semaines à Christian, à Johan, à Judith, j'ai hâte que le livre rencontre son public. Bon, pour qu'il marche, c'est une chose, mais aussi pour qu'on ait ce genre de retour et des retours qui ne soient pas uniquement des commentaires sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Sur lesquels on crache pas, Moi, Qu'est-ce que tu dis, Christian? sur lesquels on crache pas, mais bon. Oui, bon, vous savez quand ils sont sympas et informés, mais voilà. Et en fait, c'est drôle. Moi, cette question, je me la suis pas du tout posée parce qu'en fait, il n'y a pas eu de désaccord. Et tu nous pousses dans nos retranchements. Alors, comme tu le fais, je relève le gant, je relève le défi, je te propose 2 choses. Mais là, c'est vraiment à brûle-pourpoint parce qu'en fait, on est d'accord sur énormément de choses. On est d'accord sur l'antériorité des idées racistes, antisémites, ultranationalistes dans l'Europe du 19e. On est d'accord sur la Grande Guerre comme accélérateur énorme de ces idées et leur sédimentation dans la défaite en Allemagne. Je viens après sur les petits points où peut-être on a des visions un peu différentes. On est d'accord sur le fait que le terme de totalitarisme est passé de mode, c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas n'est plus suffisamment opératoire pour désigner le Troisième Reich. Et alors, il y a des choses où il n'y a pas à être d'accord sur le chapitre de Christian sur le côté histoire militaire, etc. J'ai pas à être d'accord parce que je suis incompétent. Donc, je suis d'accord en disant oui, oui, c'est très bien, hein, mais parce que j'y connais pas grand-chose. Et encore une fois, sur la Shoah, typiquement, on a essayé évidemment, j'ai lu tous les livres de Christian. Enfin, voilà, on partage ces éléments communs. Alors, s'il faut pousser, je dirais que typiquement, et je te réponds de 2 manières. On va peut-être pas parler après de la prise du pouvoir, etc., et la manière d'écrire ça, qui est en train de changer beaucoup aujourd'hui. La prise du pouvoir de 1933, la manière dont les nazis sont arrivés au pouvoir. Bah, tout simplement, moi j'ai fait la première partie du chapitre sur l'histoire du vote, de l'électorat, des 37,3% qu'ont obtenu les nazis aux élections du 31 juillet 1932. Et moi je considère que c'est une donnée fondamentale, nécessaire mais pas suffisante pour expliquer la prise du pouvoir. Et quand Johan reprend le chapitre pour parler de la violence politique et de la compromission des élites, on n'est pas opposés, on est complémentaires. Parce qu'en fait, sans ces 3 ingrédients, on ne comprend pas la prise du pouvoir. Donc, c'est vrai que là, ça a été des questions un peu de dosage. Deuxième exemple,
si on prend, et là il y a peut-être un désaccord, on peut dire ça, le chapitre qui a été écrit par Christian qui s'appelle La société du geste. Si on pose la question de ce chapitre, c'est de savoir quel était le degré d'imprégnation idéologique, arrêtez de jouer avec le livre, le degré d'imprégnation idéologique de la société allemande. Si on lit les travaux de Johann, si on lit la loi du sang, si on lit le nazisme et l'Antiquité, dans la manière dont il traite ces sujets-là, on a l'impression qu'il y a un enracinement fort des idées et de la vision du monde nazi. Jusque temps, une racialisation du politique, une biopolitique extrêmement puissante. Moi, je suis plus sceptique par rapport à ça, parce que étant historien du social, quand il y a 30% des gens qui pensent quelque chose, il y a souvent 30% qui pensent l'inverse, et le reste, c'est-à-dire 40% qui en fait ne pensent pas du tout parce qu'ils s'en fichent. Bah, comment ça s'est passé? Bah, je te dis, ce désaccord qu'aurait pu naître, bah, c'est tout simplement que c'est Christian qui a écrit ce chapitre, et qu'on ne l'avait pas prévu, mais en utilisant les outils de l'anthropologie, en interrogeant les gestes répétés de la dictature, les fêtes, les commémorations, les événements publics, il produit un truc infiniment plus intelligent que ce qu'on aurait dit si nous on était rentré dans une discussion. Là où je te rejoins par contre, et je le note, c'est vrai on n'a pas déballé l'architecture de nos désaccords ou tout ça, ou même nos méthodologies de manière très longue. Et là, je réponds tout bêtement, ce livre fait 630 pages. De la manière dont moi je pensais qu'il allait exister, pour moi, c'est une fiche de lecture. C'est-à-dire, si on avait eu 12 ans pour l'écrire, et si on avait suivi, j'en profite parce que Judith est dans la salle, Judith Simoni, quand elle nous disait il faut parler de ça, il faut parler de ça, il faut parler de ça, on aurait fait 3000 pages. Donc, si tu veux, il y a aussi ce moment où on découvre qu'on n'a pas forcément tout dit parce que il fallait faire court et on a fait 630 pages. Oui, ça a pris mon dernier mois. Donc, je suis content que ce n'est pas 3000 pages. On est un peu désolé. Mais ça permet un peu de faire le lien vers la troisième question qui était autour de cette partie consacrée. Oui, je vais peut-être en changer. Donc, la question autour de l'histoire européenne. Mais avant d'arriver à l'histoire européenne, je vais poser une petite question franchouillarde quand même. Donc, voilà, vous êtes marginal, d'une certaine manière, dans cette littérature énorme, parce que vous ne faites pas partie, vous n'êtes ni chercheur en Allemagne, ni chercheur aux États-Unis, qui sont les deux champs dominants. Est-ce qu'il y a des manières que vous pouvez écrire, est-ce que cette marginalité vous permet d'aborder les choses d'une manière différente? Est-ce que ce livre peut être traduit tel quel en Allemagne et être reçu en Allemagne? Ou, par exemple, cette question de l'intériorité, de regarder ça de l'intérieur, est quelque chose qui serait plus difficile à écrire ou pas? Est-ce que ce côté... Bon, après, je ne veux pas dire que vous êtes marginal dans le sens que vous ne participez pas à ces débats, mais vous ne venez pas du champ dominant de sa historiographie. Et même si vos livres ont été traduits dans d'autres langues, est-ce que ce côté un peu sur la marge de ce marché et de ce champ historiographique vous a permis de raconter des choses d'une manière différente? Alors moi j'ai toujours développé une sorte de récit partant de ça en disant qu'on était des souris au milieu de troupeaux d'éléphants et que pour que les souris existent, il faut qu'elles trouvent des moyens des moyens de raconter des choses que les gros éléphants ne peuvent pas raconter. Et donc, à côté de cette histoire sociale très puissante, autour d'abord de Mommsen, tu vois, des fonctionnalistes, et ensuite autour de Uli Herbert et tout ça, eh ben, nous, en tout cas moi, je pense Johann aussi, et d'une autre façon Nicolas, on a fait ce qu'on a appris à faire dans les universités françaises. Donc, d'un côté... de l'histoire culturelle internaliste comme Johann, de l'autre, moi je viens, tu sais bien d'où je viens, de l'historiographie de la Grande Guerre, mes matinées d'histoire des conflits religieux du XVIe siècle, le tout revu avec l'anthropologie de la violence, et Nico, lui, il a cette espèce d'hybride entre l'histoire politique telle qu'on l'a rêvée et qu'on l'a faite à Nanterre pendant 30 balais, et en même temps... cet homme compte, et donc il fait du quantitatif. Et ce mélange-là, il est hyper rare. C'était ces deux écoles qui ne s'entendaient pas jusqu'ici, et lui, il les incarne tous les deux. Donc, on a tous les trois des profils spécifiques, encore plus spécifiques quand tu les confrontes, en effet, aux grandes armées allemandes et américaines du truc. Pour le reste...
Je crois qu'on peut aussi dire que les Allemands ont autre chose à faire que de lire un énième livre sur le nazisme. Enfin, ils imaginent avoir autre chose à faire que de lire un énième livre sur le nazisme. Ils en ont bien assez comme ça. Et les seuls historiens qui nous lisent vraiment attentivement sont des historiens allemands spécialistes du nazisme, mais aussi francophones. Hein, et donc, je ne pense pas que c'est malheureux. Enfin, c'est malheureux de dire non, j'en ai rien à fêter. Mais ce livre ne révolutionnera pas l'historiographie internationale et on va apprendre à vivre avec. Ok. Je vois que Nicolas n'est pas complètement d'accord. Il faut être dans l'ordre du pari et de l'espoir. Non, je plaisante pas. Euh, D'abord, dans cette présentation-là, spécifiquement aussi dans la question de l'histoire de la Shoah, il ne faut pas oublier qu'il y a les Allemands, les anglo-saxons, mais il y a aussi l'historiographie israélienne. C'est-à-dire qu'il y a aussi des pôles, on ne va pas se mentir, plus actifs que le pôle français, avec des centres de recherche très dynamiques, Buenos Aires, Prague, etc., etc. Euh, Là, je peux parler très librement, puisque moi, dans la bande, le bouquin que j'ai écrit sur Kruger va être traduit. Pour ce qui est de Johan et de Christian, ils sont peut-être marginaux dans le champ, mais j'aimerais bien qu'on trouve des chercheurs français aussi marginaux, traduits en 15, 17, 20 langues. Je peux me permettre de dire ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, non. Ne répond pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi, c'est pas pour faire des satisfaits pour se targuer de ce qu'on a fait, mais pour ce qui est de Johan et de Christian, si on les insère dans une historiographie française plus générale, des gens qui sont spécialistes d'autres pays, et vraiment, je le dis en amitié, il y a peu de chercheurs qui ont une ampleur éditoriale en étant publiés à Harvard University Press, en étant publiés dans des maisons d'édition reconnues. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que ça justifie, on en a discuté un peu avec l'éditeur, de marketer, de labelliser ce livre comme une école française d'histoire du nazisme? Comme si on avait une spécificité. Alors, c'est pour ça que je dis c'est un pari, hein, c'est un pari qui nous échappe. Est-ce que les éditeurs allemands vont être intéressés? Est-ce que le public allemand va être intéressé par aussi une manière d'écrire? Moi, je vois plusieurs singularités. Et c'était un peu dans ta question. Nous écrivons une histoire internaliste du nazisme. Les Allemands le font un peu. Ulrich Herbert le fait dans son Werner Best, traduit en français chez Talandier. Michael Wild le fait un peu. Mais on tient la thématique de 19 à 45. Et ça fait quand même un livre qui est singulier. Et effectivement, bon, ça, c'est la réalité. Ensuite, c'est un pari. Est-ce que la manière d'écrire à la française, notre manière d'écrire, le récit, est-ce que ça peut peser? Les anglo-saxons le font très bien. Mais ils ont d'autres défauts, pas tous, hein. Donc, on est sur un point de convergence. On a les capacités d'exister. Ce livre, il a la capacité d'exister, à mon avis, à l'échelle européenne. Donc, ça, ce sera un peu, bah voilà, c'est un pari. Les hasards des traductions, portés aussi, voilà, par les antécédents des livres de Johann et de Christian. Ensuite, sur l'historiographie en tant que telle, là, je rejoins Christian. On a fait un boulot de synthèse, on a fait un boulot de lecture énorme, parce que aussi, ça fait 30 ans qu'on y travaille. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, sur l'apport d'essais dont je parlais, moi, je me dis, il faut espérer, parce qu'on on a aussi une manière de faire l'histoire en France moi, j'admire énormément l'historiographie allemande. Voilà, je vais pas mentir, hein. Je lis quelques anglo-saxons quand la soupe est un peu claire, hein, quand on aime lire des grandes idées, pas toujours fondées dans les archives. Bon, voilà, ça c'est dit. Mais vraiment, je pense qu'on peut essayer, voilà, de faire réussir ce livre sur cette spécificité d'une écriture un peu attrayante, d'un travail des sources très quotidien, d'une historiographie maîtrisée. Puis voilà, mais peut-être pas, on verra bien. Alors, donc, ça permet un peu, donc, tu viens de parler de marketing, donc un des encarts publicitaires pour ce soir, c'est une histoire européenne que ce livre va tenter de raconter. Et donc, on le voit très fort, je trouve, dans le premier chapitre, où vous mettez vraiment en avance le fait que c'est pas un Sonderweg allemand et que les idées qui circulent, mais c'est pas, il n'y a pas un antisémitisme allemand structurel qui est là depuis, qui est dans leur gène depuis toujours. Et on le voit aussi très fort dans la troisième partie, où vous montrez d'une certaine manière qu'on a la construction d'une Union européenne avant l'Union européenne, hein, parce qu'il y a un espace européen qui se crée au niveau politique, au niveau militaire, à plein de niveaux. Économique, bien sûr. Alors, est-ce que ça serait une des singularités de votre livre, cette volonté de dire aussi, et ça on voit très clairement dans votre première partie, qui porte
qui est d'une manière aussi un livre sur la France, pour dire aux Français, mais vous savez, c'est un univers qui circule au-delà de l'Allemagne et qui circule notamment en France, mais on le voit aussi dans une manière plus large européenne pour la troisième partie. Est-ce que vous pouvez un peu peut-être développer ce côté de... Parce que d'un côté, c'est une histoire interne à l'Allemagne et à ce monde nazi, et en même temps, c'est aussi une histoire externe à l'Allemagne. Avec une césure en 1939 qui fait qu'il y a, avec le début de la conquête, hein, la Pologne, puis la France, la Yougoslavie, etc., il y a tout ça change de dimension. Ça, c'est très clair. Et donc, il y a une sorte de mécanique d'européanisation de la recherche qui se met en place. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était Peter Lagroux qui disait qu'au fond, en 1949, au fond, le Troisième Reich avait gagné. Il y avait un folk, les Allemands étaient tous réunis dans deux pays. Il y avait un Reich, parce que bon, la RFA, c'était quand même très dominant. Et puis, il y avait un Führer, c'était Adenauer. Et donc, cette blague, elle m'est quand même beaucoup restée pour me dire que, effectivement, il y a d'un côté, on peut penser les choses en termes nationaux. Il y a des moments où c'est l'échelle pertinente. Et puis, toute la vague de recherche qu'il y a eu, c'est la vague néopositiviste qui a repris complètement les archives locales dans toute l'Europe de l'Est, mais pas seulement. Il y a aussi Heinrich Mayer en France, etc. Et ben, ce livre a été l'occasion aussi de faire plus que d'en faire une synthèse, mais d'essayer d'en faire un truc transversal, en faisant des choses qui ont été sans doute faites nulle part. Tu vois, la question d'essayer de remettre en place un séquençage à la fin de ce chapitre sur les occupations. Gerlach le fait pour la Biélorussie, mais nous, on a essayé d'élargir le modèle au moins l'ensemble de l'Europe, et j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc, tu vois, c'est à la fois de l'ordre... Là, il y a quelque chose qui était de l'ordre de la contemplation de 30 années de thèses locales hyper précises, etc. Et en même temps, l'idée qu'il y avait un petit essai à faire pour aller un peu de l'avant. Je suis en train de rechercher, mais je ne vais pas trouver assez rapidement, peut-être que l'éditrice le sait encore, parce qu'à un moment, vous discutez du titre. Oui. Et le titre, Oui. au début, c'était Le monde nazi, l'Allemagne de 1919 à 1945. Je ne suis pas sûr que c'était ça. Parce que... Mais, De l'Allemagne des troubles à l'Europe des ravins. Ouais. Ok, donc l'Europe était déjà quand même... Ah ouais, non, oui, mais sauf que là, dans votre livre, finalement, l'Europe est aussi déjà là au début. Oui. Donc, en fait, Nicolas... Si, alors, pour reprendre ce que vient de dire Christian, en fait, c'est une très bonne question. C'est un débat que j'ai régulièrement avec une personne au mémorial, que je ne citerai pas, qui, dès qu'il y a un truc qui sort, je pense pas que ce soit, il gère le service international, il se reconnaîtra, qui, dès qu'il y a un truc qui sort, qui montre qu'il y a quelque chose de spécifiquement allemand dans le génocide, le nazisme, me l'envoie en disant, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est quelqu'un qui lit beaucoup, donc souvent il a une capacité à me solliciter sur cette question que tu as évoquée, Benoît, le Sonderweg, ce chemin particulier allemand qui ferait que le nazisme et la Shoah serait en fait l'affaire d'un seul pays. Désolé, c'est un peu flou, ça va se remettre. Alors, ça, il faut voir d'où ça vient. C'est-à-dire, c'est confortable pour tous les pays d'Europe, pour les pays qui ont enfanté Maurice Papon, qui ont enfanté la garde de fer roumaine, qui ont enfanté la déportation des Juifs par les Bulgares de Thessalonique, etc. C'est très confortable de dire que le nazisme et la Shoah, c'est un problème allemand. Et c'est ce qui s'est passé dans l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on avait réglé le problème, c'était un problème allemand, alors avec des théories parfois qui sont encore en vogue, hein, depuis Luther jusqu'à Hitler, depuis Bismarck jusqu'à Hitler, depuis le romantisme jusqu'à Hitler. On est tranquille, c'est pas un problème français, c'est pas un problème biélorusse, c'est pas un problème ukrainien. Nous, évidemment, c'est pas ce qu'on pense, et la manière dont on l'a traité, alors à mon avis, il a fallu faire des choix. C'est un peu comme dans une valse ou un opéra, c'est-à-dire l'entrée, l'idéologie, la sortie, l'occupation et le génocide. C'est-à-dire que le premier chapitre montre que les idées, je l'ai déjà dit un peu, je le développe un petit peu, les idées nazies, dont on considère qu'elles sont spécifiquement nazies, l'antisémitisme radical, le racisme et l'ultranationalisme sont des idées européennes en fait. Qui invente la raciologie? Qui a besoin du racisme biologique pour justifier la colonisation européenne? C'est pas l'Allemagne. L'Allemagne, ils arrivent très tard en 1885, ils sont très d'accord avec tout ça, mais c'est évidemment la France et l'Angleterre qui développent Gobineau, qui développent tous ces anthropologues racistes.
L'antisémitisme, on s'y arrête quelques secondes. Kishinev, 1903-1904. Le livre de Jeffrey Weidlinger sur les 100 000 juifs ukrainiens qui sont morts en 1918, 1919, 1920 en Ukraine. L'affaire Dreyfus, où il y avait comment dire, des appels publics à pendre les youpins de France, etc. Tout ça n'est pas allemand. Donc c'est vrai que le premier chapitre, il peut un peu secouer le lecteur ou la lectrice qui entre dans le livre. Les idées nazies ne sont absolument pas originales. Elles sont filles de l'Europe, d'une certaine partie de l'Europe. La fin de la démonstration, c'est de montrer ce que vient de dire Christian, donc je suis plus rapide, que le génocide. Et aujourd'hui, je pense qu'on est clair là-dessus. Le génocide est un projet nazi qui n'a mis en place par des nazis et des Allemands et qui n'aurait jamais eu une telle ampleur si des millions, milliers d'Européens n'y avaient pas prêté main forte. Que ce soit des gouvernements, Vichy, que ce soit des populations. Je renvoie au livre de Jan Gross sur les voisins en Pologne. Alors, qu'on ne pousse pas jusqu'au bout, il y a eu des justes partout. Il y a même des pays qui, diplomatiquement, ont montré une certaine résistance à la déportation des Juifs. On pense à la Hongrie. Mais la réalité, c'est que l'histoire du génocide aujourd'hui, notamment par le travail archivistique local depuis la chute du mur de Berlin, l'ouverture des archives soviétiques, montre que la Shoah est pleinement un projet nazi et une réalisation européenne. Et je vais même pousser, je pense à la Roumanie. Aujourd'hui, les dernières écritures sur le génocide en Roumanie montrent qu'il y a quasiment un génocide autonome. Le pouvoir de la garde de fer et en Bessarabie, etc., agit parfois sans aucune aide allemande. Donc vous voyez, on a essayé d'écrire ça. Alors je termine, bah, il manque le trait d'union. Il manque le trait d'union, c'est-à-dire les années 20, les années 30. Et là, oui, on peut nous faire ce reproche dans le livre, on n'a pas fait, et un peu sciemment, on n'a pas fait cette comparaison qui était très à la mode dans les années 90, c'est-à-dire tous les régimes fascistes européens, parce qu'il y en a eu. Il y a eu évidemment l'Italie fasciste, qui est la naissance de tout ça. Quand Benito Mussolini invente cette fusion politique, il y a, je l'ai cité, la garde de fer roumaine, il y a les croix fléchées hongroises, etc. Et là, on ne l'a pas fait, ben, peut-être parce qu'on s'est dit que de l'Europe à l'Europe, les crises qui vont permettre au nazisme de sédimenter et d'arriver au pouvoir, la manière dont se structure le Troisième Reich, ça c'est une histoire allemande. Voilà. On aurait pu le faire, 300 pages de plus, mais c'est vrai que cette histoire européenne, voilà, elle débute et elle s'arrête, et ensuite on fait cette installation, parce que le contexte dans lequel les idées européennes vont naître, vont éclore, c'est l'Allemagne, pour le coup. Et ça, on ne peut pas ne pas le regarder en face. Moi, j'ai rien à Christian rajouter, est content de c'était ta très réponse. Tu peux encore continuer à écrire un livre avec lui. Alors, pour finir, je voulais encore aborder deux sujets. Le premier, c'est surtout dans votre première partie, vous utilisez beaucoup de réflexions qui sont issues des sciences humaines et sociales de l'époque. Donc, vous citez des gens qui, au moment même, écrivent déjà le monde nazi, qui essayent de l'expliquer. Vous citez Franz Neumann qui a écrit Behemoth en 1942, vous citez le sociologue américain Theodor Abel, vous citez le sociologue Theodor Kager. Alors, donc on sent un certain respect devant ces gens qui arrivent à lire déjà des choses au moment même. Et donc c'était un peu la question, pas de leur donner des bonnes ou mauvaises notes, mais qu'est-ce qui vous impressionne dans ces lectures contemporaines et où est-ce que vous voyez le plus les points qu'on peut rater et faites attention à vos réponses parce que bien sûr la dernière question sera sur qu'est-ce que ça fait d'écrire un tel livre aujourd'hui. Mais répondons d'abord sur cette question sur ces sociologues, ces politistes qui déjà au moment même essayent de donner des interprétations avec les outils de l'époque et qui restent pour certains des références. Et je trouve c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce premier chapitre, c'était ces références à ces chercheurs-là. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a des sciences humaines et sociales qui pensent la catastrophe pendant qu'elles sont en train de leur arriver sur la tête, Neumann, Voegelin, etc., avec des approches totalement différentes et qui voient clairement les choses. Puis ils prennent quand même la vague dans la gueule et puis ils finissent à l'OSS pour faire des rapports à partir de la mémoire qu'ils ont accumulée à ce moment-là. Donc ces savoirs de sciences sociales, ils sont intéressants parce qu'ils ont été situés totalement inutiles dans le champ politique. Il faut le dire quand même. Ça ne sert à rien, tout ça.
Et donc, ce sont des savoirs qui sont ensuite appropriés par les belligérants et notamment par les Américains et qui font que l'OSS a été peuplé de social scientists qui ont travaillé sur sur les endroits sur lesquels les sciences sociales peuvent avoir une petite emprise sur la société, c'est-à-dire au moment où on doit juger les criminels. Hein, voilà. Et donc, oui, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Neumann et Dual State et tout ça. Ouais. Je vais même remonter 10 ou 15 ans en amont, mais pas en amont de maintenant, en amont des années 30 et 20. Euh, la tentative dans les premiers chapitres, c'est aussi de se rendre compte, c'est pas de la fausse modestie, on est des nains sur des épaules de géants, et il y a des géants qui sont particulièrement géants. Donc, je donne plusieurs exemples d'inégale importance. L'interprétation marxiste des années 20. Alors, il se trouve, c'est parce que ça amène un point aussi par rapport à la manière dont on a fonctionné. Moi, j'ai fait ma thèse sur le Reichstag dans les années 20. C'est que pour moi, le nazisme était une partie du champ politique, ce qui fait que j'essaye de toujours le regarder, ne pas le surdimensionner. Je rappelle, en 1928, le parti nazi fait 2,6% des voix. En 1928, c'est rien du tout. Donc, le nazisme émerge comme le parti nazi, Hitler, émerge comme une crise très rapide. Et il y a beaucoup d'observateurs qui sont là depuis longtemps et qui regardent ça. Le regard marxiste, celui du Parti communiste allemand ou celui du Parti social-démocrate allemand, le KPD et le SPD, je vais être un peu méchant. Pour moi, il est très intéressant, mais il est pauvre. C'est-à-dire qu'une fois que les marxistes de l'époque ont analysé le nazisme comme le dernier bras armé du capitalisme qui s'écroule, bah, ils ont tout dit. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça donne des outils, mais si on veut parler, alors on l'a pas cité dans le livre parce que c'était pas le lieu, mais si moi je pense à Antonio Gramsci, hein, antifasciste italien, qui dans sa prison, voilà, Rosa Luxembourg elle est morte, donc en fait il reste Gramsci, et Gramsci il pense quand même vachement plus intelligemment que 90% des marxistes allemands, hein. Désolé de le dire un peu cash, mais s'il y a des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, et que je suis le seul à connaître, donc c'est très bien, puisque c'est d'obscurs députés que personne connaît. Je pense à d'autres gens. Aujourd'hui, moi, franchement, quand on voit Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, Théodore Adorno, voilà les gens que j'ai envie d'aller chercher, ou Bertolt Brecht, alors dans sa prose, dans son théâtre, mais qui en fait vont voir le nazisme, et je pense à un livre de Brecht, La résistible ascension de Arthur Rouy, il a tout compris. Il comprend la partie, comment dire, la manière dont les élites ont mis Hitler au pouvoir. Il y a des scènes qui sont vraiment incroyables. Chez Krakauer, chez Adorno, j'ai lu leur correspondance pour le bouquin, c'est incroyable. Enfin, il y a une... Et ces gens-là, ensuite, dans l'école de Francfort, vont poser les bases des analyses du lien, pour le dire vite, entre psychanalyse, histoire politique, du nazisme. Et alors là, je peux dire exactement l'inverse de ce que je viens de dire. La plupart de leurs analyses sur la psychologie de masse du nazisme, etc., je les trouve beaucoup moins intéressantes plus tard. Mais en tout cas, sur le moment, ils sont très intéressants. Et puis, il y a tout un tas de précurseurs qu'on a complètement oubliés. Konrad Hayden, le premier biographe d'Hitler. Et là, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a du très mauvais, je le dis pour le public. Hermann Rauschning, Hitler m'a dit, c'est faux. En fait, c'est un faux. Le gars ne connaît pas Hitler, il raconte n'importe quoi. Alors derrière, il fait un livre qui s'appelle La Révolution du nihilisme en 1938, qui est pas inintéressant. Mais vous avez ces hommes et ces femmes aussi qui arrivent à poser une analyse sur lesquelles vont ensuite se fonder les chercheurs et les chercheuses, quelqu'un comme Hannah Arendt qui va digérer tout ça et qui, au sortir de la guerre, propose des analyses dont certaines sont infirmées aujourd'hui et d'autres sont tellement lumineuses en fonction des documentations dont ils disposaient à l'école. À l'époque, pardon, à l'école peut-être, mais à l'époque sûrement. Donc voilà, donc c'est vraiment... on a essayé de rendre hommage à tous ces gens qui ont pensé les choses de manière extrêmement fine, évidemment. Alors, comme on veut laisser un peu de temps aussi au public, une dernière question qui aborde qu'est-ce que ça fait d'écrire ce livre en 1922, 23, 2000, 22, 23, 24. Je sais que votre troisième auteur, Johann Chapoutot, fait beaucoup de liens avec aujourd'hui, et je ne veux pas nécessairement aller dans cette direction, mais la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, la montée de l'extrême droite en Europe, ces trois moments qui sont présents lorsque vous écrivez votre livre sont trois moments qui font en permanence référence à ce monde nazi et qui vivent avec
l'imaginaire de ce monde nazi. Et donc, écrire ce livre en 22, 23 est bien sûr différent que si vous l'avez écrit il y a 10 ans, et pas seulement parce qu'il y a plus de recherches, ou dans 10 ans. Donc là, c'est plus, qu'est-ce que ça fait de vivre dans ce moment précis, lié autour notamment de ces 3 crises. Et donc, pas nécessairement faire un lieu aujourd'hui, mais est-ce que ça fait qu'on écrit les livres différemment? Je voudrais juste... En fait, vous dites les retours du lecteur. Lorsqu'on lit le livre, moi j'ai fait en permanence des références dans ma tête à ces 3 moments de crise. Et donc je me dis que lorsque vous l'écrivez, vous avez aussi... bien sûr. Vous ne pouvez pas y échapper. Oui, on ne peut pas y échapper. Même moi, je peux avouer que j'ai fait le malin une fois. C'est-à-dire que le 9 juin, au moment où il y a les élections en France, là, les élections européennes, moi je suis à Berlin, les 2 autres ils sont en France, et je vois les premiers résultats, le FN arrive en tête, et je leur dis, hé mec, et si on envoyait les épreuves du livre à Emmanuel Macron en lui disant, Monsieur le Président, comparaison n'est pas raison, il n'en reste pas moins que l'une des choses qu'on peut apprendre du nazisme, c'est que quand on se trouve dans un grand moment de crise, il ne faut pas faire de la petite politique politicienne, etc. Il faut revenir aux fondamentaux et revenir aux fondements de la République, de la Constitution, etc. Et les 2 autres, là, qui devaient avoir les résultats en entier, etc., et qui devaient savoir pour la dissolution, me disent, écoute Christian, il est pas mal ton texte, mais on va réfléchir demain matin. Et en réfléchissant demain matin, moi je vois le truc demain matin, le texte de ma petite lettre d'accompagnement, il est accroché dans mes toilettes à Berlin, et évidemment on n'a jamais envoyé un président qui répondait à un scrutin européen en faisant une dissolution nationale. On n'allait pas lui envoyer, mais ne serait-ce qu'une virgule de notre texte, tu vois. Donc et ça, je pense que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mon parcours en passant ma dernière épreuve d'agrégation le jour où Ratko Mladic a séparé les femmes et les enfants à Srebrenica. C'est-à-dire que j'étais historien, j'y connaissais déjà un tout petit peu un truc et j'avais rien vu, que dalle, nix, etc. Et donc, cette question on travaille, on peut avoir un regard aigu, déplacer un peu les choses, mais nous n'avons, en tout cas, je n'ai aucune prise sur les événements et l'impact. C'est l'histoire de ma démarche, et ça n'a pas beaucoup changé. La question, c'est pas tellement est-ce que toi, tu as une prise sur Macron, ce qui en a fait probablement nul, c'est plutôt est-ce que Macron a une prise sur toi. Donc, est-ce que ces événements qui sont en train de se passer changent ta manière d'écrire? Non. Je suis persuadé de ce que je suis persuadé depuis des années, et c'est pas une dissolution. Non, mais tu comprends. Oui, je comprends ce que tu veux dire, et bien sûr, évidemment, mais d'autres éléments bien plus importants. Encore une fois, la Yougoslavie a joué pour moi un rôle fondamental. L'Ukraine 2014 et 2022 a joué un rôle fondamental aussi, mais je parlais, pour moi, c'est aussi un des moments. Mais c'est fondamental, oui, c'est vrai il y a quelque chose de l'Europe qui est en train de se jouer là-bas. Et voilà, ça, bien sûr, ça influence mon écriture, en tout cas. Nicolas? On n'aurait pas dû inviter Magérus, c'est toujours la même chose. Bon, bref. Et alors d'abord, désolé, Christian, c'est pas du tout ça, hein. Quand on a reçu ton texte, moi, c'était juste que j'étais, le dimanche de la dissolution, j'étais intégralement habité de mon inutilité sociale et du fait que ça servait à rien, mais tu n'aurais pas dû m'écouter. On aurait dû écouter ton enthousiasme et pas mon côté droupi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais surtout pas, tu as eu raison, en fait. Écoute, j'en sais rien. Pour essayer de répondre vraiment, c'est un peu une gageure, mais en 5 minutes le max pour qu'ensuite on puisse écouter les questions du public à ta question. Alors, et merci de la poser, parce que c'est peut-être aussi un des points qui n'est pas tout à fait, on ne se positionne pas de la même manière entre nous trois, Johan, Christian, moi. Les gens demandent toujours des leçons du passé. Moi, je réponds toujours à cette question de la même manière. C'est le présent qui éclaire le passé. Moi, je suis pas spécialiste de la guerre, donc, mais pendant la guerre en Ukraine, on a vu TikTok, les réseaux sociaux se mettre en place une sorte de propagande de guerre. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur 14-18, sur les rumeurs, sur la mise en place de cette culture de guerre, etc. Mais j'en suis pas spécialiste. Alors, sur des choses que je connais beaucoup mieux, sur l'arrivée au pouvoir des nazis, moi, je pense qu'il y a plus, le présent, il y a eu des séismes, il y a eu des séismes, il y a eu le Brexit, il y a eu l'élection de Trump. Dans l'historiographie anglo-saxonne, il y a eu une vague, alors toujours a posteriori, il faut le temps d'écrire des livres, même pour des anglo-saxons, il y a eu 10 livres en anglais sur l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Benjamin Carter-Hett, Die Totengräber en allemand, il y a eu The Unfathomable Ascent, il y a eu tout un tas de livres qui relisaient 1933 à la lumière des phénomènes contemporains, du populisme, de la montée de l'extrême droite, la tentative de putsch sur le Congrès des troupes cornues de Donald Trump, etc. Donc, en fait, donc c'est ça la réponse, c'est le présent éclaire notre manière de voir le passé. Ensuite, il y a une chose. Les comparaisons, elles sont déjà faites. On n'arrive pas dans un champ neutre. C'est-à-dire que toujours, quand on parle du nazisme, les gens nous disent: ah, mais regarde, Hitler est arrivé légalement au pouvoir, c'est les ouvriers qui ont voté pour Hitler, alors que c'est faux, etc., etc. Donc en fait, nous, notre question, c'est pas, on ne peut pas ne pas se positionner, c'est d'éclairer, d'informer, d'infirmer les choses du mieux qu'on peut. Alors, typiquement, pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, on est à l'orée aussi par la personnalité de Johan, hein, on est à l'orée d'un petit changement. Ces 10 dernières années, y compris au moment de la sortie de Mein Kampf, qu'on avait défendu, la traduction française, on l'avait défendu là où vous êtes assis, hein, grâce au président du mémorial, euh, y compris avec la publication de Rebattet, tout ce qu'on entendait, c'est le retour des années 30, le retour des heures les plus sombres, donc le retour de l'extrême droite. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, cette comparaison, je vais le dire cash, nazi-RN, elle est en train de perdre de sa force parce que pour beaucoup d'aspects, j'y reviens juste après, elle fonctionne pas. Et ce qui monte en puissance, c'est la comparaison plutôt de la manière dont les élites politiques européennes et françaises se comportent par rapport à ces extrêmes droites, en voulant parfois leur faire marchepied. Auquel cas, les dirigeants divers deviennent des von Papen, des Brüning, etc. Tous ces hommes qui, un peu par une très très forte irresponsabilité et une très grande inconséquence, ont mis les nazis au pouvoir. Mais on peut souligner ce qui se ressemble, hein. Moi, je considère que l'histoire, c'est souligner aussi ce qui ne ressemble pas, les singularités. Je termine là-dessus. L'Allemagne de 32 et de 33, non seulement c'est 40% de chômeurs, comment dire, des chômeurs officiels, on ne compte même pas ceux qui sont à la soupe populaire, 40% de la population active, mais surtout c'est une société qui sort de la Première Guerre mondiale, qui sort de la violence de 14-18. En 1921, il y a 2 millions de fusils et 4000 mitrailleuses qui sont en circulation en Allemagne. Les gars sont rentrés avec leurs armes. Si vous voulez me défendre l'idée que la France ressemble à ça aujourd'hui, et je ne minore pas du tout les assassinats politiques du type de Loïc Le Priol et de notre extrême droite actuelle, hein, je ne les minore pas, mais par contre, on ne peut pas dire que, de point de vue de l'histoire sociale, les choses se ressemblent pied à pied. Il y a des choses qui se ressemblent. La panique petite bourgeoise, la panique bourgeoise et le fait que le champ politique est réduit à tout ou rien, ça oui, ça ressemble. Pour le reste, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Et donc, je termine. Nous, on est là pour éclairer ce qui ressemble et ce qui ne ressemble pas. Les ressemblances, les singularités. Donc, on essaye de le faire. Mais ce débat-là, il nous dépasse. On en est des tout petits acteurs. Merci beaucoup. Donc, je passe maintenant le micro au personnel du mémorial qui va donc animer la discussion et faire circuler le micro. Alors, qui veut commencer? Merci. Donc, déjà, merci beaucoup, hein. Enfin, j'ai pas terminé le livre, mais pour l'instant, il est passionnant. Donc, moi, j'ai une question sur les rapports de parenté dans le monde nazi. De ce que j'ai lu, en général, il me semble que le déterminisme racial nazi a apporté une réflexion sur notamment les rapports d'affinité, de mariage. Je pense le mariage posthume que Édouard Comte sur lequel il a travaillé, la polygamie nazie aussi. Il y a même Hitler qui est intervenu dans le mariage de Hans Frank pour dire non, tu n'as pas le droit de quitter ta femme. Je pense aussi les lois de Nuremberg sur l'endogamie. Donc, mais la parenté, c'est pas que les rapports d'affinité, c'est aussi des rapports de filiation et de consanguinité. Et donc ma question porte sur ça. Quelles sont les inflexions sur, par exemple, la consanguinité, sur l'inceste, sur la filiation, sur l'adoption, par exemple, dans le monde nazi, si jamais il y en a eu? Merci. Votre question est magnifique, mais d'abord, depuis les travaux d'Édouard Comte, il y a assez peu de vraie anthropologie du nazisme, hein, une anthropologie un peu structurale sur ces questions-là. Les travaux que moi je connais un petit peu là-dessus sont des travaux qui portent d'un côté sur la ZIP, c'est-à-dire
l'espèce de lignage de famille élargie. Donc à la fois, il y a quelque chose qui est du discours religieux avec les gens qui sont déjà morts, ceux qui vont venir, et de l'autre, il y a des travaux sur la normativité de la ZPE, avec ce qu'on appelle la responsabilité du lignage. En d'autres termes, quelqu'un qui participe à un attentat contre Hitler, sa famille est de facto destinée à subir la punition. Donc il y a effectivement des travaux qui travaillent là-dessus. Toute la question des normes de biopouvoir, c'est-à-dire qui a le droit de faire des enfants, qui n'a pas le droit d'en faire, qui va être sanctionné parce qu'il ne fait pas d'enfants. Ici, les instances militantes SS sont concernées. Ça c'est des choses qu'on commence à toucher, qu'on touche depuis une quinzaine, vingtaine d'années, et depuis notamment Édouard Comte. Pour le reste, je ne suis pas compétent personnellement, et il n'y a pas de travaux d'anthropologue, je ne connais pas de travaux d'anthropologue sur ces questions-là. Mais votre question est absolument excellente, évidemment. Nicolas, tu veux compléter? Non, je pense que pour les questions de la salle, sauf si vraiment c'est important, on s'en tient à un répondant, c'est plus simple, ça permet plus de questions. Simplement, vous pouvez regarder le livre d'Elissa Mailander sur le mariage et le divorce. À l'époque nazie, il est sorti au Seuil, il est très très bien. C'est plus une histoire sociale et politique, mais il est vraiment excellent. Bonsoir. Alors, j'ai juste commencé le livre et vous avez expliqué au début la question des chronologies, des dates, qu'il fallait faire attention à ces dates, notamment l'avant 33. Alors moi, j'aurais une question sur la fin, sur 45. Est-ce que dans cette histoire européenne du nazisme, qu'est-ce qui reste de cet effondrement du nazisme dans les territoires, dans les sociétés européennes? Et est-ce qu'il y a eu un débat entre vous sur aller un peu plus loin que 45 et là, jusqu'à quand? Voilà. Nicolas, tu fais? Ouais. Parce que c'est toi qui... Alors, très bonne question. Autant sur les origines, on était assez d'accord. C'est-à-dire, voilà, Johan, dans le chapitre 1, fait une histoire qui commence finalement avec la Révolution française et la naissance de ce grand courant idéologique qui est la contre-révolution, avec De Maistre, avec Burke, etc., Edmund Burke. Sur la fin, aussi pour la question de la manière dont on a écrit le livre, on s'était dit qu'on gardait en fait une conclusion très ouverte sur la mémoire, qui est un champ à part entière. Je veux dire, il y a des dizaines et des dizaines de travaux de recherche sur la question de la dénazification, sur la question de la manière dont les anciennes élites nazies se sont reconverties en Allemagne, on pense à Norbert Frey et compagnie. Et en fait, de fait, pour le coup, c'est un sujet qu'on n'était pas capable de traiter. Parce qu'aucun de nous trois, je pense faire d'insultes à personne, à moi aucunement, parce que je suis vraiment incompétent. Et donc, on a demandé à Johan de faire cette conclusion qui tirait vers aujourd'hui. Et bon, j'ai envie voilà, faire un peu de la provocation. Lisez-la. À la fin, pas de spoil, pas de divulgachage sauvage. Mais c'est vrai que il fait du Johan Chapoutot, c'est-à-dire qu'il nous livre une sorte de lecture très très ample de la manière dont encore aujourd'hui on essaye d'évacuer le nazisme en pensant que c'est un accident de la modernité, que c'est une erreur, c'est pas grave, c'est l'Allemagne, et lui défend autre chose. Il défend l'idée que les conséquences et l'héritage de toute cette période-là sont encore extrêmement présentes dans nos sociétés actuelles. En revanche, on ne peut pas le faire du point de vue on l'a pas fait du point de vue d'une histoire réellement sociale et politique, sinon il aurait fallu 500 pages. Il y a un bouquin qui est sorti récemment qui s'appelle Aufarbeitung du passé nazi, le travail sur le passé nazi. Et il est comme ça, je ne l'ai pas là, mais donc on ne pouvait pas se le permettre. Voilà, donc c'est un peu une réponse de Gascon, mais on essaye. Vous avez parlé de l'Europe tout à l'heure. Est-ce que la notion d'Europe s'étend aussi à l'extension coloniale en Europe de l'Est, d'une part, et à une réflexion sur les lois ségrégatives aux États-Unis? Je dis ça parce que j'ai lu un bouquin américain disant que les nazis sont inspirés d'un certain nombre de lois justement du sud des États-Unis. Merci. Alors, la question de l'Europe, c'est une question qui est perçue de manière très spécifique par les nazis, au sens où ils la pensent sous un angle qui est très profondément inégalitaire. C'est-à-dire qu'il y a au sommet les territoires dans lesquels sont représentées les deux races nordiques sous la forme la moins métissée, et puis ensuite vous avez une sorte de dégradé
domination, avec d'abord des alliés, ensuite des États satellites, puis un certain nombre de types d'occupation dans lequel il n'y a plus aucune souveraineté des populations, et jusqu'à à des populations qui sont destinées soit au travail non rémunéré jusqu'à la mort, soit à des politiques de Entvolkung, de dépeuplement, voire d'extermination. Donc l'Europe, elle existe, mais c'est une Europe des brasiers et de l'esclavage. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, il y a de plus en plus de travaux qui disent que le national-socialisme s'est inspiré en fait des Jim Crow laws, hein, et effectivement, Johan en parle et il fait référence dans le premier chapitre. Oui, c'est un truc important. Et j'ajoute juste deux petits éléments tout bêtes. C'est que cette question, elle est très sensible, notamment du point de vue de l'euthanasie. Ça, vous retrouvez ça dans les autres livres de Johan, c'est-à-dire que la politique d'euthanasie, je ne parle pas de stérilisation, excusez-moi, les politiques de stérilisation, sont répandues à l'époque, en Suède, aux États-Unis. Donc ça, bon, Johan a pas mal écrit là-dessus, il me semble, dans son livre Comprendre le nazisme, toujours chez Talandier. Sur les questions des circulations, de la question de l'apartheid, de la ségrégation, je pense qu'il y a un truc très intéressant, un livre très intéressant, c'est celui de Guillaume Mouralis, sur le procès de Nuremberg, où il montre qu'en réalité, les juristes américains qui sont à la tête de Nuremberg bloquent la question des crimes raciaux, parce qu'ils ont trop peur que ça revienne en effet boomerang sur la manière dont ils traitent les Afro-Américains aux États-Unis. Et donc là, il y a vraiment une lecture très très intéressante et récente, Guillaume Mouralis, hein, sur le procès de Nuremberg, qui montre la manière dont la ségrégation raciale aux États-Unis pèse sur la définition des crimes nazis en 45-46. Donc vous voyez tout ça, voilà, et en plus de la question des origines de tout ça, même dans la réalisation même de cette mise en place des lois racistes, etc., il y a des circulations manifestes. Oui, bonsoir. Je me posais une question peut-être plus générale sur votre métier d'historien et la manière dont vous pensez dans la fonction sociale. Tout à l'heure, vous disiez que vous vous sentiez inutile ou que vous aviez, que vous aviez pas d'effet immédiat sur le fait social, et puis que vous pouviez passer à côté des choses. Je me souviens quand on était petit, on nous expliquait, on nous enseignait l'histoire un peu avec ces phrases de Jacques Marseille qui étaient comprendre le passé, éclairer le présent, prévoir l'avenir. Donc c'était une vision très différente de ce que vous me dites ce soir. Et quand on vous interroge sur effectivement la manière dont vous percevez 100 ans après des similitudes et des différences, est-ce que vous en fichez finalement comment vous pensez votre fonction d'historien? Est-ce que vous envisagez ça d'une manière fonctionnelle? Est-ce que vous limitez à de la recherche? Quand vous expliquez le trait d'union tout à l'heure entre la conquête, la République de Weimar et ensuite la guerre, le trait d'union entre la fin du nazisme 1945 et aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui occupe votre fonction et votre réflexion sur votre métier d'historien? C'est une question un peu intimidante que vous posez ici. Moi, je suis un vieil homme maintenant. J'ai écrit un bouquin là-dessus, sur la façon dont je perçois les choses. Je les perçois à un niveau qui n'est pas vraiment un niveau événementiel. J'ai écrit quelque part que, et je ne suis pas le seul à le penser, on est des dizaines, il n'y a rien de très important. Je pense que les historiens sont les détenteurs dans les sociétés occidentales actuelles de la place socialement identifiée qui fait le trait d'union entre les vivants et les morts. On a une fonction anthropologiquement religieuse. Pour moi, c'est ma définition fondamentale. Il y a plein d'historiens qui ne sont pas d'accord, il y a plein d'historiens qui sont d'accord, mais en fait, j'ai une position très classique là-dessus. Je m'épanouis dans ce trait d'union-là. Après, ça n'empêche pas que j'ai, comme tout le monde, un imaginaire politique, des convictions, etc., etc. Juste, la seule chose, c'est que j'essaye de ne pas me servir précisément du spectre social que m'apporte mon métier pour intervenir sur la place publique, parce que quand on est historien du nazisme, le sujet qu'on véhicule avec soi est un sujet qui a un poids
et une puissance énorme, et que j'aurais trop peur de le galvauder. Voilà. À toi, Nico. Et oui, à toi, mec. moi, je fais quoi après oui. ça, quoi. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure sur notre absence de, de réussite, enfin, d'influence, c'est pas dans l'envie, c'est pas dans le désir, c'est dans la réalisation, notamment quand on s'adresse à nos hommes politiques et à ce qu'ils pourraient bien ou mal faire. Je répondrai un peu d'un pas de côté, mais parce que c'est intimidant de passer derrière Christian. Moi, je suis prof de fac. Mon quotidien, c'est d'être devant un cours magistral dans un amphi mal chauffé avec 700 étudiants de L1. Donc moi, ma première fonction, c'est d'intéresser ces jeunes filles et ces jeunes garçons de 18 ans en essayant qu'ils passent un bon moment et qu'ils apprennent des choses. Ça, c'est la fonction d'enseignant. En tant que chercheur, on a évidemment envie que les gens soient mieux informés, plus intelligents, et je rejoins Christian, mais avec un petit côté critique. La France est amoureuse de son histoire et de son passé. Certains autres pays aussi, mais il y a peu d'autres pays où l'histoire au sein des sciences sociales tient une place aussi omniprésente. On pourrait convoquer pour expliquer les choses actuelles des gens qui nous parleraient, des sociologues, des anthropologues, des politistes qui nous parleraient de comment ça se passe en Italie, dans la Hongrie de Viktor Orban. On le fait, mais très souvent, on convoque quand même des historiens pour dire est-ce que ça ressemble ou pas au passé. Je pense qu'en France, il y a un peu un escapisme, une fuite vers le passé parce qu'il y a un déficit pour penser le futur, en fait. Et si on n'en est pas conscient, on finit par recycler en permanence des périodes historiques, des grandes figures rassurantes pour certains, De Gaulle, etc. Il faut être conscient de cette fonction sociale-là. On est un peu, non seulement comme des traits d'union, mais un peu comme des médecins qui viennent dire, vous inquiétez pas du futur, parce que regardez, dans le passé, c'est bien, c'est pas bien. Alors, honnêtement, maintenant, aujourd'hui, on a une éthique, et notamment par rapport au sujet, comme dit Christian, et cette éthique-là, moi, quand j'étais un peu plus jeune, ça m'est arrivé, ben, je me posais des questions dessus, je me disais, où je mets la limite? Parce que le nazisme est un champ très exposé, où il y a une très forte demande sociale. Et c'est très vite fait de raconter n'importe quoi sur des sujets qu'on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir la personne pour qui j'avais un très grand respect intellectuel. C'était à la librairie Mola. C'était Christian Ingrao. Et je lui ai dit, quand est-ce que tu t'arrêtes? Et il m'a dit, je reste dans mon champ de connaissances et de spécialité. C'est-à-dire qu'un de nos rôles, c'est aussi de savoir fonder une expertise qui est en même temps une expertise d'histoire publique, savoir communiquer avec le public. Et ça, bon, quand on travaille sur le nazisme, on est un peu obligé de le faire parce qu'on est sollicité, mais de rester quand même sur les choses qu'on maîtrise parce que c'est un sujet beaucoup trop grave pour commencer à penser qu'on est plus gros que ce qu'on est, quoi. Voilà, mais c'est tout ça à la fois et on essaye de bien le faire. Mais moi, je suis profondément dans l'interdisciplinarité. Nos collègues sociologues, nos collègues politistes, nos collègues géographes. Aujourd'hui, qui peut parler de la France et de la réalité française dans ces divisions? C'est pas des historiens. C'est des géographes qui vont nous expliquer comment fonctionne la urbanisation, les sentiments de construction de la relégation rurale, etc. Voilà, donc c'est peut-être un peu trop long et beaucoup moins bien que ce qu'a dit Christian. Bonsoir, c'est juste pour vous dire, vous n'êtes absolument pas inutile parce que sans vous, mon cours sur le nazisme, parce que je suis professeur, je le commence la semaine prochaine avec mes élèves de terminale. J'ai fini le régime totalitaire soviétique et sans le passage au mémorial, sans tous les livres que j'ai lus, sans Johann Chapoutot, sans vous, sans tout ce que j'ai lu, sans livre sur Kruger, je ne ferais pas le même cours. Et vraiment, je suis un. Et en plus, je leur mets les liens de ce que vous avez fait avec Nota Bene, Twitch et tout ça, en leur disant allez-y. Je leur ai conseillé votre biographie d'Hitler. Ils en sont des dizaines à l'avoir lu et ils sont super contents. Ils regardent, alors comme ils disent, ils regardent une conférence, ils en regardent deux, puis voilà. Et franchement, tout ce que vous faites, eh ben, on le transmet à nos élèves. Et ils y accordent de l'importance parce qu'en fait, ça structure complètement un cours qui pourrait être quelque chose, effectivement, les nazis sont méchants, super, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Et je remonte jusqu'aux anti-lumières, je reprends Joseph Sternel, et j'arrive en fait à faire une synthèse. Ça m'a pris beaucoup de temps passé ici, mais honnêtement, vraiment, et autour de moi, j'ai plein de gens qui le font aussi, et on vous dit merci parce que moi, j'ai pas accès à la littérature
littérature allemande, en anglo-saxon aussi un petit peu, mais ça m'a vraiment apporté quelque chose et je crois que mon cours est plus riche, surtout beaucoup plus cohérent et je transmets beaucoup plus de choses à mes élèves et ça, je vous en remercie vraiment beaucoup. Je crois que c'est à nous de vous remercier parce que voilà, vous répondez bien mieux que nous à la question de l'utilité. Comme ça. Donc merci beaucoup pour cet ouvrage à plusieurs mains. Ma question est sur le militantisme et sur le fait intérieur. Quel poids, quelle dynamique, quelle action le militantisme fait ou impacte, propage, diffuse, accélère finalement une réalité qui est à 2,6 et après quelle est la dynamique du militantisme, peut-être sur la racine idéologique. Nico, tu fais? Ouais. J'essaie de faire vite. Très bonne question. On pense que tout est connu en fait sur ces aspects-là, notamment sur ces aspects d'histoire politique du NSDAP, du parti nazi dans les années 20. Et en réalité, si je vous demande là ce soir, ça veut dire quoi militer au parti nazi jour après jour à la fin des années 20? Je pense qu'en fait, à part mettre des chemises brunes, vous ne savez pas trop en quoi ça consiste. Alors je vous réponds en 2 temps, pour bien vous assommer avec des chiffres et puis ensuite parler d'autres choses. C'est pas le militantisme qui va construire la victoire nazie. Et ça, il faut rentrer très 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 profondément dans les chiffres pour le dire. En 1930, les nazis enregistrent leur première victoire électorale, les votants. Le 14 septembre 1930, ils passent de 2,6 à 18,3%. Et on sait que les gens rentrent au parti nazi, donc côté militant, plutôt par la suite. Vous voyez, il y a pas, ça commence à bouger début des années 30, début de l'année 30, pardon, de l'année 1930, mais c'est clairement l'électorat qui appelle le militantisme. Donc ça, c'est la réponse par les chiffres. La réponse par les pratiques et par la culture politique, moi je trouve que c'est une des choses qui m'a le plus intéressé pour écrire le chapitre. En fait, ce militantisme, il construit une sous-culture radicale qui va être très séductrice envers certains types de personnes, notamment des jeunes hommes au chômage, plutôt de la droite nationaliste, très jeunes. La médiane d'âge du parti nazi dans les années 20, c'est 25 ans. Au SPD, le parti révolutionnaire, c'est 46 ans. Et donc, en fait, c'est pas tellement. Vous voyez, il y a ce côté chronologique, mais pour paraphraser Christian, il n'en demeure pas moins. La manière de militer chez les nazis construit une certaine désirabilité de l'adhésion. Je vous donne quelques exemples, c'est des choses qu'on ne connaît pas bien. Le militantisme nazi, c'est d'abord un martyrologe. C'est pleurer les morts. Les nazis agressent les communistes, ils les tuent, ils les blessent, ils agressent les sociodémocrates. Mais par contre, quand il y a un des leurs qui se fait tuer, alors là, c'est l'enterrement de Jaurès. On a tout le monde qui pleure. Notre frère de sang a rejoint ses aînés de la Première Guerre mondiale dans sa lutte farouche pour l'Allemagne éternelle et contre les communistes. Et en fait, cette pratique de la violence des jeunes, souvent alcoolisés, va construire pour une génération qui est en déshérence, qui est souvent la génération qui n'a pas connu 14-18, celle d'après, ça va construire une offre politique intéressante. Et donc, il y a des sujets qui sont encore à faire. Typiquement, quelle a été l'efficacité de la répression de la République de Weimar face à ça? Quasi nulle. Et pourtant, les solutions qu'elle proposait, interdiction du parti, interdiction de l'uniforme nazi, étaient intéressantes. Et là, on a quelque chose à faire sur comment, et évidemment avec un intérêt pour aujourd'hui, comment on fait quand on a un mouvement nazi qui commence à séduire par la violence et comment on y répond. Donc ça, c'est des questions qui sont intéressantes. Ce militantisme, pour terminer, il joue moins dans les grands chiffres que dans la sémiotique, c'est-à-dire dans le message rituel, le message, l'image qu'il renvoie du nazisme comme projet désirable. On va prendre une dernière question. Oui, bonsoir. Vous avez parlé donc des comparaisons européennes qu'on peut faire entre le régime nazi et d'autres régimes fascistes en Europe. Vous n'avez pas fait de comparaison avec, alors je n'ai pas encore lu le livre, mais en tout cas il me semble avec l'URSS de Staline, et vous êtes revenu sur justement le concept de totalitarisme que vous remettez beaucoup en question, j'ai l'impression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qui dans la pratique soviétique des choses comme l'enfermement de masse ou autre, vous paraît vraiment différer complètement de ce qu'on voit en Europe, ou suffisamment en tout cas de ce qu'on voit en Europe dans les années 30?
ce que je crois qu'on dit tous les trois, c'est que c'est une notion qui pose plus de problèmes qu'elle en résout. Quand vous faites des comparaisons point à point, la plupart du temps, votre comparaison, elle devient hétérogène. Ça veut dire qu'il n'y a pas de comparaison. C'est-à-dire que Johan montre, notamment dans le livre d'Obéir, en reprenant toute une série de travaux sur la question de la désintégration de l'État par ce qu'on appelle la polycratie, etc. Vous n'observez rien de ce phénomène-là dans les administrations staliniennes, avec des administrations qui sont extrêmement solides, très solidement implantées, et qui ne font que s'affermir durant tout le temps. La question des populations carcérales, elle est là encore extrêmement différente. Vous avez un goulag qui est un vrai emprisonnement de masse avec des millions et des millions de personnes qui sont dans un très grand système carcéral. Le système nazi, j'ai oublié les chiffres, mais c'est 100 000 ou 200 000. C'est combien, Nico? Tu vas le savoir. Lui, il le sait. On renoue avec nos bonnes habitudes. Ouais. Le goulag, c'est 18% de la population soviétique qui est passée au goulag entre 1929 et 1953. 18%. Le terme important, c'est passé. Le taux de mortalité était à 4%. Mais c'est 1/5. Le taux d'incarcération dans le nazisme jusqu'en 1939, c'est moins d'1%. C'est moins d'1%. À l'apogée des camps de concentration, avant cette histoire européenne qu'on écrit dans la dernière partie, on est à 0,6, 0,7. On est même à 50 000 avant la nuit de cristal. Donc Et vous voyez, une fois qu'on a comparé ça, en plus, on ne prend pas en compte la nature même de ces types d'incarcération. Les camps de concentration, c'est pas la même chose, ça n'a pas la même fonction que le goulag. Je termine juste, parce que j'ai la parole, comme tout bon universitaire. La seule chose qu'on garde de Hannah Arendt, parce qu'elle a dit des choses magnifiques dans ses origines du totalitarisme, le parti de masse, la figure du chef, c'est aussi la naissance conjointe. La naissance en 14-18, la naissance dans la Révolution et la contre-révolution, la Révolution de 17 et de 18. Mais sur le reste, les plus grands spécialistes, Ian Kershaw et Moshe Lewin, ont enterré la notion en 1997 dans un livre qui s'appelle Stalinism and Nazism, en disant qu'elle était beaucoup trop instrumentalisée politiquement pour être encore efficace historiquement. Un grand merci à tous les trois.